Je vous propose, comme il est juste l'heure, je vous propose de commencer. Donc, je vais d'abord partager l'écran. Voilà, j'espère que vous voyez bien l'écran maintenant. Bon, bienvenue à ce webinaire qui va vous parler de comment adapter nos lieux de travail et aussi nos lieux de vie au Covid-19. Bon, le sous-titre est un peu grandiloquent, mais il correspond assez bien à la réalité. Donc, tout d'abord, comment interagir ensemble. Vous avez en bas de votre écran un bouton pour poser des questions. Vous verrez les questions de tout le monde, ce qui va vous permettre de voter ou de commenter sur les questions si vous voulez préciser, si vous voulez augmenter la question avec quelque chose. Et à la fin de la présentation, je répondrai à toutes les questions. Au fur et à mesure de la présentation, vous allez avoir des sondages. En fait, il y en a un au début et deux à la fin. Je lance d'ailleurs tout de suite le premier. Le premier est en fait des questions sur comment vous voyez la crise. Si vous la voyez longue, pas longue, très longue, et quelle est d'après vous la fin de la crise. Donc ça permettra un peu de faire un parallèle avec ce que je vais vous expliquer. À tout moment, vous pouvez utiliser une fonction qui est Raise Hand pour attirer mon attention si vous avez le moindre problème. Et vous pouvez utiliser le chat pour communiquer sur tout sujet qui ne soit pas une question en elle-même. Alors, l'agenda, on va d'abord parler de qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce qu'on ignore, qu'est-ce qu'on estime, comment ça se présente. Ça va être assez rapide. On a eu beaucoup d'informations, on a reçu énormément d'informations, certaines fausses, certaines ont créé des faux espoirs, certaines ont créé des vraies désillusions. Et aujourd'hui, c'est parfois un peu difficile de s'y retrouver. Par exemple, il vient de tomber il y a quelques minutes le fait qu'une étude faite à Wuhan aurait démontré que le virus pourrait s'aérosoliser, c'est-à-dire se transférer par l'air, ce qui changerait beaucoup de choses, mais pour l'instant, c'est pareil, c'est une information qui n'est absolument pas démontrée. Ensuite, quels sont les risques qu'une société va encourir pendant cette période, donc d'après-confinement, et quel est l'objectif que l'on a pour la protéger. Ensuite, je vais parler de la méthode, je vais donner quelques exemples de procédures, puis des exemples spécifiques pour certains lieux de travail. Il y aura les bureaux, un atelier, un quai de chargement et un domicile. Puis rapidement, comment on doit réagir en cas d'une infection. Et une question qui est importante, c'est est-ce qu'il y a une obligation aujourd'hui à faire quoi que ce soit? Une petite conclusion et ensuite, on va passer aux questions. Donc, c'est une phrase que j'aime beaucoup, qui est une phrase que répètent systématiquement les gens de la FEMA, donc qui est l'Agence fédérale de gestion des urgences américaine, et qui est tout à fait réelle. La sensibilisation et l'éducation, c'est ce qui est principal avant une crise. Si on ne sensibilise pas les gens et si on ne les éduque pas, ils ont à ce moment-là aucun moyen de se défendre face à une catastrophe. Alors, je ne pense pas que ça, c'était surtout utilisé lors des catastrophes, genre les ouragans, des tornades, des inondations, mais ça s'applique à tous les types de catastrophes. Alors, premièrement, que sait-on? On sait qu'on va rentrer dans une nouvelle phase. Aujourd'hui, depuis le début de la pandémie, nous avons été confinés. Ça fait maintenant presque 2 mois. Au bout de 2 mois, on va laisser les populations sortir. Alors, on dit progressivement. Est-ce que c'est
ça sera très progressif, on verra. Mais tout ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'au jour du déconfinement, donc le 11 mai en France, le 15 mai en Roumanie, aux États-Unis, ça risque d'être par État. Et aujourd'hui, aucune population n'a acquis une immunité de groupe. Ce qu'on sait, c'est que dans les endroits qui ont été très infectés, on a entre 15 et 20% de la population qui a été touchée. Et dans les endroits moins infectés, ça peut descendre jusqu'à 1 à 1,5%. Or, il faudrait, pour une immunité de groupe, que l'on ait 70% de la population qui a été infectée puis qui ait survécu. On est donc très loin de cela. L'incubation prend maximum 14 jours. C'est un chiffre important puisque c'est le chiffre qui correspond aux quarantaines que l'on va devoir appliquer aux gens qui auront été en contact avec quelqu'un d'infecté. La période de contagion, c'est 30 jours. C'est aussi important parce que c'est la quarantaine qu'on va devoir appliquer à quelqu'un qui a été infecté. Maintenant, la chose qui est la plus dangereuse dans cette épidémie, c'est qu'un malade est contagieux même sans symptômes. Et la plupart des malades n'ont pas de symptômes. Alors, on a quelques estimations qui nous viennent d'autres coronavirus et qui nous amènent aussi des informations importantes. Le virus va survivre sur du carton pendant une journée. Sur du plastique, 2 à 6 jours, le métal, 3 à 5 jours, après comme le plastique, le verre, à peu près pareil, 5 jours. L'aluminium semble être plus sûr, 2 à 8 heures, et le cuivre, 4 heures, ce qui nous rappelle peut-être pourquoi nos grands-mères cuisinaient dans des casseroles en cuivre, mais on utilise assez peu le cuivre aujourd'hui, en tout cas dans la vie courante, et donc ça malheureusement, on ne va pas pouvoir trop profiter de cette caractéristique. Alors, par contre, il y a des choses qu'on ne sait pas du tout. Chacun a donné son avis, il y a des sujets sur lesquels beaucoup de gens ont donné leur avis, continuent à les donner, et en fait, on ne sait pas. Par exemple, on ne sait pas si l'épidémie va ralentir durant l'été, si elle sera saisonnière, si le virus réagit à la chaleur ou pas. Rien ne le prouve pour l'instant. On ne sait pas quand on aura validé un traitement, ni si on va réussir à en valider un. Enfin, on espère quand même réussir à en valider, mais pour l'instant, on n'a pas de notion de quand ce sera. Et si un vaccin sera disponible, il y a quand même des coronavirus dans lesquels on n'a pas de vaccin, comme celui du rhume, par exemple, et on ne sait pas s'il y en a un, quand il viendra. On ne sait pas si l'immunité est durable. Dans le cas du rhume, par exemple, vous pouvez avoir un rhume aujourd'hui et rattraper un rhume dans un mois. En fait, l'immunité que vous allez créer contre le coronavirus du rhume ne dure quasiment rien. On espère quand même que dans le cas du Covid, on va pouvoir avoir une immunité plus durable. Et la grande inconnue, on n'a pas encore d'idée, parce qu'on n'est pas encore confronté à ça, comment les populations vont respecter les mesures d'hygiène et de distanciation au sortir du confinement. Si au sortir du confinement, on voit arriver des fêtes, les gens se regroupent, etc., ça peut soudainement créer de nouvelles vagues qui vont submerger les systèmes de santé et recréer un problème qui nous amènera d'ailleurs à une solution qui est, je pense, la pire des situations qu'on puisse craindre. Beaucoup de modèles d'universités de sachants ont amené l'idée qu'on aurait des vagues successives depuis le Imperial College of London qui a sorti un modèle à, je crois que c'est une dizaine de vagues, à ceux qui disent qu'il y en aura qu'il y en a eu une, puis une de plus, et qu'après ça s'arrête. En gros, c'est aussi quelque chose qu'on ignore complètement, parce qu'il y a tellement de paramètres qu'il est difficile de le savoir à l'avance. Alors, à quoi nous attendre? À quoi nous attendre? Il n'y a que, à mon sens, il y a 3 sorties de crise. La première,
c'est l'immunité de groupe. C'est-à-dire 70% de la population a été exposée au virus et a survécu. Donc 70% de la population qui a survécu a été exposée. À ce moment-là, le virus ne trouve plus assez d'hôtes à infecter et l'épidémie s'arrête d'elle-même. Le seul problème, c'est que pour monter une immunité de groupe à 70%, ça va prendre des années. La deuxième solution, on trouve un vaccin, on produit le vaccin en masse et on a une campagne de vaccination massive. C'est ce sur quoi tout le monde parie aujourd'hui parce que c'est quand même la situation la plus rassurante. Ça, l'avenir nous dira comment elle est. La troisième solution serait qu'on se protège suffisamment pour que le virus ne puisse pas se transmettre. Par exemple, si tout le monde porte un masque, il y a peu de chances qu'on se fasse infecter. Et donc, l'épidémie s'arrêterait d'elle-même. Le seul souci que je vois là-dedans, c'est que vraisemblablement, il y aura des coins sur Terre où ça ne sera pas vrai, qui vont servir de réservoir de virus. Et donc, ça veut dire qu'on sera tout le temps avec une épée de Damoclès sur la tête, au-dessus de la tête, qu'une nouvelle épidémie, une nouvelle vague submerge complètement le monde à nouveau et on se retrouve dans la situation où on était en février. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on va vivre avec ce coronavirus pendant quand même pas mal de mois. Ça veut dire on va mettre en place de nouvelles règles d'hygiène, de distanciation et petit à petit, ça va rentrer dans nos habitudes. C'est-à-dire qu'aussi, ça va créer de nouvelles habitudes dans notre comportement de client, d'acheteur. Il est peu probable, par exemple, qu'on accepte encore de faire des queues à moins de 15 cm l'un de l'autre, ou de se retrouver dans une foule compacte. C'est quelque chose qui sera de plus en plus intolérable. Donc, ça va changer la façon des gens de consommer. On va aussi avoir, j'espère de façon temporaire en tout cas, si ça arrive, dans certains pays, le port du masque systématique pourrait devenir une obligation. Par décret, c'est quelque chose dont par exemple le gouvernement en Roumanie réfléchit en disant vous serez libre de circuler, mais vous allez devoir avoir comment dire, un masque. Excusez-moi, parce qu'il y a un message. Alors, Émile nous dit, un autre cas, c'est de trouver un traitement réputé efficace. Oui et non. Le traitement efficace va permettre de baisser la mortalité. Il ne va pas, par contre, agir sur la contagion, donc sur les gens malades. Or, dans le cadre de l'entreprise, ce qui nous intéresse surtout, c'est les gens malades. Parce que les gens malades ne sont pas disponibles pour travailler, ne sont pas disponibles pour produire, ni pour consommer d'ailleurs. On va donc voir des stratégies sortir. Et la plus probable aujourd'hui, celle que par exemple la France annonce, celle que la Roumanie annonce, celle que tous les pays quasiment annoncent, c'est détecter les symptômes pour tester, identifier les contacts, mettre en quarantaine les malades jusqu'à la guérison, c'est-à-dire les 30 jours qu'on a vus de contagion, ou mettre en quarantaine les contacts pour la période d'incubation maximum de 14 jours. Puisque si au bout de 14 jours, vous n'avez pas annoncé, vous n'avez pas montré de symptômes, il y a deux solutions. Ou vous n'êtes pas malade, ou vous êtes un malade asymptomatique, mais on espère quand même qu'au bout des 14 jours, avant de vous libérer, on va vous tester par un test virologique. On saura donc si vous êtes infecté. Si vous êtes infecté, vous rentrez dans les malades 30 jours. On doit donc se préparer à une cohabitation avec un virus. On ne l'a pas fait jusqu'à présent. Ça sera une première mondiale. Il n'y a aucun endroit dans le monde dans lequel on va pouvoir se protéger. Tout le monde peut être atteint. Pendant cette période, nous allons vivre dans un laboratoire de niveau 3 à ciel ouvert. C'est quoi un laboratoire de niveau 3? C'est un laboratoire qui manipule des pathogènes qui peuvent infecter l'homme, qui sont
qui vont potentiellement le rendre malade, voire peut avoir une certaine mortalité. Par contre, il y a une particularité. Dans la plupart des niveaux 3, on a un traitement et un vaccin. Aujourd'hui, on n'en a ni l'un ni l'autre. On espère les avoir, mais on les attend encore. Alors, quel est le risque pour les sociétés? D'abord, c'est de créer un foyer d'infection. Repensez par exemple au regroupement religieux qu'il y a eu à Mulhouse, où sur je ne sais plus combien de personnes, on a eu 60% de malades. Et c'est ce qui aurait, d'après certains, créé le foyer d'Alsace, qui a été le foyer le plus virulent en France. Ou pensez à une usine de bacon qui est en Dakota du Nord, qui est devenue l'un des foyers principaux d'infection aux États-Unis, hors New York. Il a suffi que, simplement, les règles ne soient pas respectées. Alors, on ne les connaissait peut-être pas trop, on ne savait pas détecter les gens, mais brutalement, une communauté complète s'est retrouvée infectée et du jour au lendemain, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Une seule personne infectée suffit à mettre toute une équipe en quarantaine pour 14 jours. Par souci de précaution, si vous avez quelqu'un qui travaille au contact, par exemple, d'une dizaine de personnes tous les jours, à partir du moment où lui est annoncé positif, vous allez devoir mettre en quarantaine, en tout cas normalement, les 10 autres personnes doivent se mettre en quarantaine pour 14 jours. Ils peuvent travailler à distance, si pour eux le travail à distance est possible, ce qui n'est pas évident. Mais une seule personne peut mettre à mal une équipe. Le risque que vous avez aussi, c'est qu'une société va se focaliser d'un seul coup sur le court terme. Qu'est-ce qui se passe? Que je vais manquer de gens et gérer au coup par coup, au jour le jour, la situation sanitaire locale, au lieu de regarder ce que ce changement va amener. Parce qu'on a une crise longue. Une crise longue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés vont évoluer, les clients vont évoluer, les gens vont changer d'idée, vont changer de manière de consommer. Et lors d'une crise longue, vous avez besoin de surveiller aussi ces changements pour adapter votre société. Et pour ça, il faut que vous ayez l'esprit libre. Si vous avez l'esprit occupé en permanence à savoir comment vous allez gérer le fait qu'un gars n'est pas là ou l'autre va peut-être disparaître, vous n'y arriverez pas. Et pour moi, ce que je disais tout à l'heure, qui est pour moi le pire, c'est une série de stop and go. Alors, quelque chose qui m'a fait froid dans le dos, c'est quand un porte-parole du gouvernement français a annoncé que les stop and go étaient un scénario qui était envisagé. Et c'est un scénario qui n'est absolument pas faisable. Imaginez une situation dans laquelle vous allez un jour être confiné, puis vous sortez du confinement, brutalement il y a une nouvelle vague et vous reconfinez. Puis vous déconfinez, puis vous reconfinez, puis vous déconfinez. Aucune société et aucun marché ne peut survivre à un tel traitement. Et ça sera vraiment la chose à éviter le plus. Alors que ça soit au niveau national, là, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais au niveau d'une société, imaginez une semaine, c'est une équipe qui se retrouve confinée parce qu'il y a eu un malade, et puis la semaine d'après, c'est une autre, et puis la semaine d'après, c'est une autre. La situation peut très vite devenir ingérable. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut créer un environnement suffisamment sûr au sein d'une société pour qu'elle puisse fonctionner, et qu'elle puisse fonctionner durablement. Alors, l'objectif donc, c'est créer l'environnement le plus sûr possible pour la société et ses employés. Il ne sera jamais complètement sûr. On ne va pas enfermer les employés dans un laboratoire avec des masques, des combinaisons pressurisées, etc. Ce n'est pas ça. Il s'agit de faire quelque chose de simple. Il faut créer un cadre clair de travail avec des procédures qui soient compréhensibles, simples à suivre. Si les procédures sont beaucoup trop complexes, les gens, simplement, ne vont pas les... Je vous partage le résultat du sondage. Mais
Si on fait des procédures trop compliquées, les gens ne les appliqueront pas. Ils vont chercher des raccourcis dans tous les sens. Ça ne servira à rien. Il s'agit aussi d'informer. On protège les employés en même temps que leur famille, en même temps que la société. Tout le monde a le même intérêt. Tout le monde va dans le même sens. Ça doit être un travail d'équipe entre employés, famille, société. Parce que si un employé est infecté dans la famille, s'il ne fait pas attention chez lui et qu'il est infecté, il va ramener ça dans la société. Il faut protéger la société des stop and go, comme on l'a vu. Il faut permettre un fonctionnement sur le long terme. On parle d'1 an. Et j'ai vu que vous étiez assez d'accord. C'est la réponse que vous avez le plus donnée. 1 an. Vous voyez une crise à 1 an. 1 an, c'est du long terme. Il va falloir tenir sur la durée. Il faut aussi avoir des procédures et des mesures que vous puissiez communiquer. D'abord parce qu'un jour ou l'autre, les autorités vous demanderont de ce que vous avez fait. Est-ce que vous respectez des ordres ou des instructions? Vos actionnaires peuvent vous demander comment vous protégez leurs investissements, c'est assez logique. Vous allez avoir besoin peut-être à un moment de relations dans une banque, de prêts et autres. Il serait logique pour moi que la banque vous demande « Très bien, c'est quoi les procédures que vous avez mis en place? Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir continuer à travailler ou est-ce que vous avez un risque ?» Parce que la banque doit, elle, évaluer le risque qu'elle prend, même si une partie de son prêt est couverte par une garantie d'État. Et puis, ça peut être des questions tout à fait légitimes de vos fournisseurs qui se demandent si son client va rester dans le business ou s'ils ont un risque. Ou des clients, avant de vous passer une grosse commande, est-ce que vous avez des mesures qui vont faire que je puisse avoir confiance sur le fait que vous allez me livrer quelque chose? Et puis, alors c'est même pas accessoire, c'est quand même utile, c'est protéger les dirigeants de la société. Les dirigeants ont une responsabilité vis-à-vis de tous les intervenants, soit les banquiers, actionnaires, fournisseurs, clients, employés, et vous avez besoin de procédures pour vous protéger, pour expliquer que vous avez fait ce qu'il faut, de ne pas pouvoir être attaqué. Mais attention, c'est très important de comprendre des choses. Les procédures, on peut mettre toutes les procédures qu'on veut, aucune n'est une assurance qu'aucune contamination n'aura lieu. On est quand même dans un monde qui va pouvoir être infecté à n'importe quel moment. Mais elles vous donneront des outils qui permettront de contrôler au mieux la probabilité et les conséquences. Les procédures dont on va parler maintenant n'abordent que la préparation des lieux de travail. Si on veut parler de la gestion de crise, de comment on peut adapter les produits, les approches marché, ou une méthodologie d'amélioration continue de la théorie des contraintes, c'est un autre sujet. Si vous souhaitez qu'on en parle à un autre moment, ou si vous souhaitez un webinaire, vous me laissez un message et je le ferai. C'est des sujets aussi que je peux aborder, mais ce n'est pas l'objet de cette discussion d'aujourd'hui. Vous allez être en face de 3 populations. La première, les immunisés confirmés. C'est ceux qui ont eu le coronavirus, alors qu'ils le sachent ou pas. Soit ils ont été malades, ils sont guéris, soit ils ont été testés par un test sérologique, donc pas virologique celui-là, sérologique, qui va dire ils ont des anticorps, ils sont donc protégés. Ceci va représenter une minorité en déconfinement. On l'a vu, très peu de gens. Si l'immunité n'était pas durable, ces gens vont passer dans la catégorie des autres personnes après. Il y a les personnes à risque. Tous les gens qui ont du diabète, du surpoids, du stress, de l'hypertension, certaines maladies respiratoires, on ne sait pas trop pour l'asthme, mais certaines affections respiratoires. Si on regarde ça, c'est quand même pas mal de dirigeants sont dans ces catégories-là, hein, des dirigeants d'entreprise. Donc, eux ont un risque de devenir des cas sévères, donc il faut les protéger contre l'infection. Après, il y a les autres. Alors, c'est la grande majorité des employés. C'est 80%, 85% des gens. Mais
Dedans, vous avez ceux qui n'ont pas été exposés, et puis vous avez les malades asymptomatiques. Et vous ne pouvez pas faire la différence. Il n'y a pas de moyen simple, à part un test virologique. Vous n'avez pas testé tout le monde. Puisque si je teste quelqu'un avec un test virologique aujourd'hui et qu'il est négatif, il peut très bien devenir positif demain. Vous n'avez pas testé tout le monde tous les jours. Ce n'est pas viable. Donc, il faut bien se rendre compte que dans les gens qui semblent être en bonne santé, il peut y avoir des gens malades et contagieux. Et pourtant, vous allez devoir éviter toute ségrégation parce qu'elle est illégale. Vous ne pouvez pas prendre des décisions basées sur ces catégories. Mais pourtant, vous allez devoir vivre avec. Les difficultés sont nombreuses, mais principalement, vous pouvez avoir des résistances des employés à des procédures qui seraient contraignantes. Vous pouvez avoir une évolution, un changement, ça va être un changement profond des habitudes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont y réagir plus vite que les autres, ils vont changer plus vite que les autres. Et ça peut créer des tensions parce que les gens vont commencer à trouver anormal quelque chose auquel les autres ne sont pas encore habitués. Mais ce qui va vous empêcher le plus, et ça c'est particulièrement vrai dans nos cultures de l'Ouest, c'est la protection de la vie privée. Chacun veut sa vie privée. C'est-à-dire que personne n'est obligé de vous dire qu'elle est diabétique. Donc comment savoir si elle est à risque? Personne n'est obligé de vous dire que s'il a été absent hier, c'est parce qu'il a été testé positif au Covid. Personne n'a l'obligation de vous le dire. Il peut très bien vous le cacher ou ne pas vous le dire. C'est même pas le cacher, puisque c'est autorisé. Si quelqu'un a fait un test sérologique, il n'est pas obligé de vous le dire. Donc, comment détecter qui a été en contact avec une personne infectée si une personne est immunisée? Difficile. Et ça sera une des principales difficultés. Il va falloir que vous créez un climat de confiance suffisant pour que les gens vous annoncent suffisamment d'informations pour se classifier dans une des trois catégories. Sinon, vous avez ce n'est pas un risque supplémentaire. Vous avez en fait une faille de sécurité. Il y a une faille par laquelle le virus pourrait s'introduire ou pourrait faire du mal à l'un de vos employés s'il est à risque et qu'il ne l'a pas dit. Alors, pour ça, je propose une méthode. Je l'ai acheté CSP, j'ai appelé CSP. CSP, ça veut dire protection par le sens commun. Simplement parce que c'est basé sur la logique, c'est basé sur le sens commun que peu de gens utilisent. On aime bien souvent avoir des choses très scientifiques, mais bon, ce n'est pas forcément le plus utile quand même, c'est le sens commun pour rester pragmatique. C'est basé sur des approches qui ont été reconnues. Le HACCP, alors c'est un nom un peu compliqué, c'est les procédures utilisées dans l'industrie de la nourriture, par exemple, l'industrie alimentaire, pour vérifier que les aliments ne sont pas pollués, n'ont pas de virus. Ça a été mis en place par la NASA qui voulait surtout que les aliments qui seraient emmenés dans les missions spatiales ne soient absolument pas infectés. Mais depuis, c'est utilisé par la grande majorité de l'industrie alimentaire. Les ISO 10005 et 31000 sont les ISO qui parlent de gestion des risques. Donc, ce sont des approches reconnues, connues, qui sont très logiques et qui, en fait, comportent quoi? Elles comportent d'abord une analyse de risque détaillée. C'est-à-dire que vous allez devoir trouver tous les points de risque que vous avez. Alors, les points, peut-être qu'il va vous en manquer un, ce n'est pas grave. Le but du jeu, c'est de les identifier et d'en identifier le maximum. Sans toutefois exagérer. Il faut savoir où s'arrêter. C'est parfois pas toujours facile, mais c'est important d'avoir une analyse de risque bien détaillée. L'analyse va couvrir tous les processus, mais on ne parle pas seulement des processus de production. Par exemple, réception d'un client. Vous avez un client qui vient dans vos locaux. Où le mettez-vous? Comment il rentre? Comment le traitez-vous? Est-ce que vous devez avoir un masque avec lui? Est-ce que vous ne devez pas avoir un masque? Est-ce que vous le forcez à se laver les mains? Est-ce que vous lui prenez sa température? Ça, c'est un processus que vous recevez. Réception du courrier. Une lettre,
On peut dire que c'est comme du carton. Donc, le virus va vivre un jour dessus. Est-ce qu'il y a du virus sur la lettre que vous venez de recevoir? Est-ce que vous pouvez mettre cette lettre dans vos bureaux et prendre le risque que quelqu'un soit infecté? Bah, peut-être pas. Donc, il faut établir toute cette liste de procédures et traiter chaque procédure pour détecter ces points de risque. Les risques, vous les classez sur les gravités et vous les traitez en fonction. Les réponses sont déterminées, mais il faut avant tout éviter les solutions trop compliquées, trop technologiques. Le robot qui va ouvrir le courrier pour vous, c'est peut-être pas la bonne solution maintenant. Ou alors non démontré. Par exemple, dans les solutions non démontrées, malgré ce que peut annoncer un grand homme d'État, injecter de l'eau de Javel dans les malades ne les soigne pas et ne vous protège pas. Autre point, donc pas de mesures trop contraignantes afin d'éviter qu'il y ait que les gens prennent des raccourcis et ne les appliquent pas. Mesures très pragmatiques, préparer les lieux de travail, éviter par exemple les poignées de porte, ce ne sont plus nos amis, mais vraiment plus du tout. Prendre une poignée à la main, c'est quelque chose qu'on ne devrait même plus voir d'ici quelques temps. Et il y a une communication visuelle, des panneaux qui expliquent comment se laver les mains. Les infirmières et les médecins apprennent ça facilement, elles ont même des certifications là-dessus, donc tout le monde peut l'apprendre. Savoir dans quelle zone ils sont du lieu de travail, on va voir ce que ça veut dire après, c'est utile. La formation du ministère du personnel, dans ce genre de formation, c'est comme certains vaccins. Il y a le vaccin, le rappel, le re-rappel, le re-rappel. Il va faire les piqûres de rappel régulièrement. Donc, c'est des formations, des certifications, et puis le suivi de l'application des mesures. Et dès qu'on note que les gens ne les appliquent plus, eh ben, on reprend une formation. La même approche peut s'étendre au domicile. Évidemment, plus simple. Et je vais vous montrer après comment. Très important, documentez toutes vos procédures et mettez en place un contrôle auditable. C'est-à-dire que vous puissiez auditer après que tout a bien été appliqué. C'est ça qui va protéger les dirigeants. Ça veut dire aussi mettre en place de nouvelles politiques dans la société. Politique zéro malade au travail. C'est-à-dire, un de vos employés qui arrive avec de la fièvre, le nez qui coule, il tousse, un qui tousse, un qui éternue, eh ben, il ne doit pas être sur le lieu de travail. Il doit passer en télétravail, il doit être chez lui, mais il ne doit pas être mélangé avec les gens qui n'ont pas de symptômes, parce qu'il présente un facteur de risque. Alors, ça veut dire effectivement que là, d'ici peu, enfin, même dans cette période, les gens qui pleurent, qui ont le nez qui coule parce qu'ils ont des allergies, bah oui, ils vont être, effectivement, ils devraient rester en télétravail parce qu'ils ne peuvent pas être mélangés aux employés. Alors, il y a le côté protection, mais aussi le côté que les employés risquent aussi de faire une certaine ségrégation vis-à-vis de ces gens-là, parce que est-ce que vous allez être très à l'aise d'être dans le bureau en face de quelqu'un qui passe son temps à éternuer? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Il faudra aussi que les sociétés décident, est-ce que ça s'applique aux clients? Si votre client est malade ou a de la fièvre, est-ce que vous pouvez le recevoir ou pas? Par exemple, il y a quelques jours, en rentrant dans un magasin qui est le métro, on a pris la température à l'entrée. Ça m'a un peu surpris parce que d'autres ne le font pas, mais c'est vrai que c'est un peu rassurant quand même. On risque pas trop donc, de rencontrer des gens, on a moins de chances de rencontrer donc, des gens malades à l'intérieur de ce magasin. C'est pas bête. Donc, est-ce qu'il faut tester les clients ou pas? À chaque politique là n'est pas obligatoire, c'est à chacun de choisir s'il l'applique et dans quelle mesure il va l'appliquer. Il va falloir aussi assurer une moindre densité de personnes dans les bureaux. Aujourd'hui, on a beaucoup développé dans les bureaux une densité importante de personnes. Donc, il va falloir du télétravail alterné, des horaires étendus et flexibles, travailler en équipe, dans les bureaux, dans les ateliers, pourquoi pas. Est-ce que vous allez vouloir le port du masque sur le lieu de travail? Et puis, il faudra faire aussi des formations, des certifications aux procédures d'hygiène.
Ça veut dire aussi, et là on rentre dans des catégories un peu plus, moins peut-être évidentes, il va falloir limiter les mouvements et les rencontres au sein de l'entreprise. Vous avez des équipes qui se rencontraient, un brassage de personnel dans vos entreprises, ça veut dire que d'un seul coup, vous allez vous retrouver à devoir isoler les équipes parce que s'il y a un malade, il vaut mieux quand même qu'ils mettent en quarantaine 5 ou 6 personnes plutôt que 50. L'impact est quand même beaucoup moins grand. Ça veut dire pas de réunion physique, surtout interdépartementale, des nouvelles communications électroniques, établir un nombre maximum de participants en réunion en fonction des salles, établir des règles. Ça peut vouloir dire aussi de subventionner certains équipements de travail à distance. Par exemple, maintenant, quand les sociétés vont acheter des ordinateurs, elles vont se poser la question, est-ce que c'est un laptop ou est-ce que c'est un ordinateur de bureau? Il va falloir faire des choix de solutions techniques, de communication, de gestion des tâches, de gestion des fichiers, etc. Parce que si vous n'établissez pas des solutions techniques, ça va très vite devenir le chaos. Vous ne pouvez pas à la fois avoir dans une société Skype, Teams, Zoom, etc., WhatsApp, ça marchera assez mal. Ça. Maintenant, important, c'est le zoning. Vous allez devoir définir des zones dans vos sites. Alors, 3 zones. Une zone publique, c'est une zone qui est potentiellement infectée, elle est ouverte sur l'extérieur, c'est la zone par laquelle vous arrivez, la zone dans laquelle les clients arrivent. Vous avez des zones de transition qui vont permettre le passage de la zone publique à la zone privée, et vous avez la zone privée, avec un accès limité, et c'est celle-là qu'on cherche à protéger du virus. Si vous ne faites pas de zoning, la zone publique, votre site intégral est en zone publique, donc vous êtes tout le temps exposé au virus au maximum. Or, il faut quand même pouvoir travailler de façon un peu sereine, et pour ça, on n'a pas encore fait mieux qu'une zone privée. Ça veut dire qu'il y aura des nouvelles normes de nettoyage en fonction de ces zones, etc. Zone publique. Exemple de zone publique, c'est la rue, les transports publics, mais c'est aussi l'employeur n'a pas le droit de prendre la température de ses salariés, il peut néanmoins conseiller à son personnel de la prendre lui-même avant de venir le matin. Pourtant, il me semblait que ça a été fait en France aussi, sur des sites, à l'entrée du site, on prenait la température. Ça, je connais, ça peut peut-être dépendre des lois de certains pays, mais je ne sais pas. Là, je ne sais pas répondre. Pour moi, en tout cas, je sais qu'en Roumanie, c'est autorisé, il n'y a pas de problème à mon sens. Bon, en France, c'est le cas. Ça va poser donc un sérieux problème, parce que si les gens peuvent ne pas vous dire qu'ils sont infectés, qu'on refuse de prendre leur température, ça risque, et vous ne pouvez pas refuser qu'ils rentrent, ça risque d'exposer quand même beaucoup de gens. Je pense qu'en sensibilisant les gens devraient être beaucoup plus raisonnables. Donc, la zone publique, la rue, le transport public, mais c'est aussi l'espace d'entrée, l'espace où les clients achètent dans un magasin, la salle de réunion avec des personnes extérieures, un quai de chargement, ce sont les zones publiques. C'est un espace potentiellement contaminé et contaminant. Une zone privée, l'intérieur de vos espaces de travail de vie, bureaux, salle de réunion interne, donc il n'y a pas de clients, pas de personnes extérieures. Les ateliers, c'est les chantiers. Aussi surprenant que c'est une zone privée parce que les gens ne peuvent pas rentrer et que pour l'instant, on n'a pas encore démontré que le virus était aérosolisé. Un magasin de stockage, c'est une zone qui doit être perçue par les employés comme sûre. Sinon, on va perdre leur productivité parce qu'en étant inquiets, ils vont travailler moins bien. C'est la zone qui doit être protégée à tout prix parce que pour leur sécurité, il faut la protéger. La zone de transition, c'est un espace souvent restreint dans lequel on ne fait que passer et qui sert à opérer un certain processus pour rentrer en zone privée. Par exemple, dans des bureaux, ça peut être un espace où il y a un rangement pour les manteaux, parce que dans les transports en public, quelqu'un peut avoir toussé derrière vous, peut avoir éternué,
ou même par l'effort derrière vous, votre manteau est imprégné de gouttelettes qui peuvent contenir du virus. Si vous l'amenez dans votre bureau, vous pouvez donc avoir du virus à l'intérieur de votre zone privée. Or, il faut éviter ça. Donc, par exemple, vous mettez les manteaux dans une salle à part. Une fois que les gens sont arrivés, vous fermez la salle, vous allumez une lumière UV qui va inonder les manteaux et qui va commencer à les stériliser, entre guillemets. Ça ne sera pas forcément totalement efficace, mais ce sera déjà ça. Et en tout cas, les manteaux avec les virus ne seront pas dans les bureaux où ils peuvent être touchés par quelqu'un en passant, etc. et donc infectés. Dans cette zone de transition, il faudra pouvoir se laver les mains. Il faudra peut-être dans certains cas un espace changé et des équipements de désinfection, comme par exemple un tapis pour désinfecter les semelles ou ce genre de choses-là. Exemple de mesures à prendre pour le zoning, c'est par exemple le marquage zone privée, intermédiaire et publique. Vous pouvez mettre une ligne au sol qui délimite différentes zones. Vous pouvez aussi avoir des tonalités différentes, du rouge pour les zones publiques, orange pour les zones intermédiaires, plutôt vert pour les zones privées, pour vraiment visuellement les délimiter. La délimitation est importante, il faut que les gens comprennent que vous ne passez pas la limite en zone privée si vous n'êtes pas lavé les mains, si vous n'avez pas désinfecté vos semelles, si vous n'avez pas retiré votre manteau. Parce que si vous le faites, vous mettez tout le monde en péril. Donc, il va falloir aménager les zones intermédiaires, parce que pour l'instant, elles existent le plus souvent, pas du tout. Il faut aussi avoir une restriction d'accès des personnes extérieures à la zone privée. C'est un changement d'habitude. Aujourd'hui, on amène son visiteur dans son bureau. Demain, vraisemblablement, on ne le fera plus. On l'amènera dans une salle de réunion dédiée. Ça se faisait déjà dans certaines sociétés qui voulaient maintenir un certain secret sur ce qu'ils font. Là, ils auront une raison supplémentaire de le faire. Il va falloir aussi limiter les contacts entre équipes. Et ça, c'est plus difficile à faire. Aujourd'hui, les équipes ont l'habitude, tiens, j'ai besoin de parler avec un tel, hop, je me déplace, je vais le voir. Ou les fameux réunions machine à café. Ça aussi, ça va être un peu plus difficile à appliquer parce que s'il y a un brassage de personnes entre les équipes, si une équipe est infectée, la deuxième l'est aussi. Et donc, si l'un est déclaré positif, vous mettez tout le monde en quarantaine. Et puis, il va falloir prendre des mesures. Alors là, c'est à chacun de décider, en collaboration avec la personne à risque, comment il va être confortable pour se protéger. Est-ce qu'il va vouloir porter un masque en permanence? Ou est-ce qu'il va vouloir avoir une certaine séparation physique? Est-ce qu'il va vouloir ne plus participer aux réunions? Il y a des tas de choses à faire. Il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas amener trop de paranoïa non plus. Mais il faut être prudent. Parce que l'ennemi, là, puisqu'on parle quand même quelque part d'un ennemi, il est invisible, il peut être n'importe où, et on ne peut pas le détecter à l'œil nu. Donc, et on ne peut même pas le détecter par les symptômes des gens. Donc, il va falloir quand même essayer de sensibiliser les gens à risque pour se protéger correctement. Il va falloir adapter les équipements. Le truc tout bête, l'ouverture des portes, les poignées, c'est fini, il n'y en a plus. Vous devrez plus en avoir avec le temps. Bon, ce n'est pas le 11 mai qu'il n'y aura plus de poignées, mais il faut savoir que prendre une poignée, devoir tourner une poignée à la main, c'est quelque chose qu'on ne devrait plus voir d'ici peu. Il va falloir que ça disparaisse. Les interrupteurs électriques pour allumer la lumière, il faut peut-être les remplacer par des interrupteurs à détection de mouvement. Le truc tout bête, vous passez la main devant, ça allume, vous passez la main devant, ça éteint. Il n'y a pas besoin de contact, il n'y a pas besoin de les infecter. Vous allez peut-être maintenant, si vous avez besoin d'acheter du mobilier, choisir des chaises avec un tissu qui est en traitement antimicrobien. Quand vous allez refaire la déco des bâtiments, enfin des bureaux, peut-être vous allez choisir une peinture antimicrobienne. Ça existe déjà, c'est déjà utilisé dans les hôpitaux. Mais maintenant, peut-être que les sociétés vont aussi s'intéresser à ces solutions. Ça peut amener aussi jusqu'aux modifications des ventilations. Parce que plus le flux est important, plus vous serez en sécurité. Zoning des ventilations, stérilisation du flux, il existe des solutions. Une idée toute bête, des lampes UV dans les bureaux pendant la nuit et les week-ends. Ça peut très bien marcher. Ça désinfectera en tout cas un peu. Traitement à l'ozone de l'air, ça marche aussi.
C'est des choses qui vont pouvoir être amenées, qui sont parfois des choses très, très chères. Et puis bon, si vous avez un petit bureau dans un ancien appartement à Paris, ben, vous n'allez pas modifier les flux de ventilation parce que vous ne pourrez pas, ben, vous ne le ferez pas. Mais vous adaptez en fonction de ce qui est. On ne va pas chercher à réinventer les bureaux, il faut des choses pragmatiques. Donc là, c'est des idées qui sont données, mais il y a des choses qui sont claires, qui sont faciles à mettre en place et qui sont nécessaires. Vous allez devoir aussi mettre des produits à disponibilité, désinfectants et gels hydroalcooliques quasiment sur chaque bureau, sur un groupe de bureaux. Parce que, par exemple, si quelqu'un vient vous voir à votre bureau, s'appuie sur votre bureau, ben, quand il sera parti, vous allez prendre une lingette et vous allez nettoyer votre bureau. Parce que vous ne savez pas s'il n'y a pas un danger. Et donc, c'est plus sûr de faire comme ça. Alors, juste un conseil, ne le faites pas forcément juste devant lui, il risque peut-être de mal le prendre, mais c'est quand même une certaine sécurité. Du désinfectant, du gel hydroalcoolique dans les salles de réunion, ça semble normal que les gens puissent en passer sur les mains en salle de réunion, mais aussi pour désinfecter entre chaque réunion, la table de réunion, ça semble être logique, ainsi que les stylos que vous allez utiliser sur tableau blanc. Désinfection de menton, on en a parlé tout à l'heure. Si vous livrez des pièces, si vous n'êtes pas dans le conseil, vous livrez des pièces, soit vous recevez, soit vous livrez des pièces. Si c'est des pièces métalliques ou plastiques, par exemple, désinfecter les pièces avant de les envoyer ou en les recevant, c'est quand même aussi une sécurité. Et quelque part, désinfecter vos pièces avant de les envoyer, c'est aussi un point marketing. Par contre, si vous faites ça, pensez à marquer les pièces nettoyées pour ne pas avoir les renettoyer, pour ne pas les mélanger avec les pièces non nettoyées. Nouvelle politique de nettoyage aussi. Il va falloir nettoyer régulièrement et non pas seulement tous les jours ou tous les 2 jours les poignées de porte. Spécifiquement, je reviens souvent aux poignées de porte parce que c'est le premier truc qu'on apprend aux médecins et aux infirmières. Méfiez-vous des poignées de porte. Les mains courantes dans les escaliers. Les interrupteurs, pareil. Nettoyage des toilettes et les robinets sur les lavabos. Si vous n'avez pas un robinet qui détecte la présence des mains, vous allez devoir les faire laver régulièrement, puisque le virus sur le métal va vivre 5 à 6 jours. Il va falloir, contrairement à ce qui avait été beaucoup dit sur certaines écoles publiques françaises, remplir un distributeur de savon et de gel hydroalcoolique régulièrement. Ça ne doit jamais manquer. Désinfection des locaux régulièrement, traitement UVC, bon, on l'a dit tout à l'heure. Alors maintenant, on a fait un peu le point sur les mesures possibles. Parlons des procédures, des exemples de procédures. J'en ai fait 2. Réception du courrier. Alors, c'est une proposition, ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour donner une idée de qu'est-ce qui est faisable par son très cher. Bon, ça se passe à la réception, c'est le réceptionniste. Il a besoin de quoi? Masque, gants et d'un scanner. Il reçoit des enveloppes d'un coursier. Très bien. Il ouvre les lettres, il scanne les documents, il détruit les enveloppes, à moins que vous ayez besoin de garder les enveloppes, parce qu'il va scanner les enveloppes aussi. Il envoie par email le document destinataire, puis il met les formats papier en quarantaine pour une journée. On peut considérer que le papier, c'est comme le carton, le virus va vivre après une journée. Eh ben, on met la lettre en quarantaine pendant une journée. Vous avez donc le destinataire a déjà l'information parce que c'est scanné, mais il aura l'original, s'il a besoin d'avoir l'original, au bout d'une journée. Moindre mal. Arrivée d'un employé au bureau. Alors ça, c'est une procédure importante, parce que maintenant, ça devient un processus. Il arrive, on prend sa température à son arrivée sur site. Il a plus de 38,5, il est renvoyé au domicile, et par contre, il faut annoncer au RH. Non pas pour le fliquer, bon. Donc, normalement, il ne devrait pas pouvoir rentrer. Donc, il a 38,5, il ne peut pas rentrer, il est envoyé au domicile. On informe les RH pour que
non pas pour le fliquer, mais pour simplement que son absence soit autorisée et justifiée. Il a moins de 30, d'ailleurs, il peut encore travailler en télétravail, si le télétravail est possible. S'il a moins de 38,5, l'employé peut rentrer. À ce moment-là, il ouvre la porte extérieure avec le coude, avec les fesses, avec la tête s'il veut, mais pas avec les mains. Donc, il faut que la porte ait été adaptée. Il déposera son manteau dans une salle dédiée en zone de transition. Il va désinfecter les semelles de ses chaussures. Est-ce que, par contre, il va peut-être même utiliser des surchaussures, ces genres de sachets plastiques qu'on a de temps en temps dans les hôpitaux, où il y en a aussi qui sont en latex un peu plus rigide. Bon, c'est assez classique. Lavage des mains avec du savon pendant 30 secondes. Il peut à ce moment-là rentrer dans la zone privée, il ouvre la porte, pareil, pas avec la main, parce que s'il le fait avec la main, il va se relaver les mains. Et il entre dans la zone privée, il arrive à son bureau, il passe du désinfectant, maintenant il peut commencer sa journée. C'est un processus, vous l'écrivez, vous le communiquez, vous les formez, il ne coûte pas cher, il n'y a rien de cher là-dedans. Mais déjà, les gens, bon, ils vont commencer par grogner, mais après ils vont se sentir aussi protégés, et quelque part, ce n'est pas si contraignant que ça. Alors maintenant, voyons le zoning, ce que ça donne. Sur un site de bureau, l'entrée du bureau est en haut à gauche. Vous rentrez, vous avez la réception. Vous êtes un employé, vous passez à droite de la réception, on prend votre température, ou on vous donne un thermomètre et vous le prenez vous-même. Et vous rentrez dans la zone orange, qui est la zone intermédiaire. Vous avez un local dans lequel vous mettez vos manteaux, c'est ce qui est sur votre gauche. Vous avez en face de vous des lavabos, vous vous lavez les mains, vous avez un tapis par terre désinfectant, vous marchez dessus. Si vous voulez utiliser des surchaussures, vous les utilisez. Vous rentrez dans la zone privée. La zone privée comporte les bureaux, salles de réunion privées et salles de repos. Dans la zone publique, qui est en rouge, il y a aussi une salle de réunion. C'est la réunion, si vous avez des clients. Vous n'aurez jamais de rendez-vous avec des clients en zone privée. Mais ce qui veut dire que si vous avez une réunion avec des clients, vous passez par la zone intermédiaire, vous sortez, vous allez voir votre client, quand vous revenez, vous recommencez, lavage de mains, désinfection des semelles. Voilà un peu le détail de ce qu'il y a dans chaque. Les procédures à mettre en place. Les personnes extérieures au bureau sont interdites dans la zone privée. Pour entrer dans la zone privée, il faut laisser son manteau dans un espace dédié, se laver les mains, désinfecter les chaussures. Petite procédure qu'on a vue, toute simple. Toute sortie de la zone privée nécessite le passage par la procédure d'entrée avant de retourner en zone privée. Ça paraît relativement logique. Si vous rentrez à 8 heures en vous lavant les mains, en vous désinfectant les semelles et que vous ressortez en zone polluée ensuite, si vous ne le faites pas en retour, ça n'a aucun sens. Les tables des salles de réunion sont désinfectées entre chaque réunion, ainsi que les chaises, stylos, etc. Les bureaux peuvent être désinfectés si quelqu'un d'autre que vous s'appuie dessus. On en a parlé il y a peu de temps. Les horaires de déjeuner peuvent être décalés pour éviter l'occupation trop importante du local de repas. Le problème, c'est que si vous devez sortir du bureau pour aller manger, vous allez repasser par lavage de mains, désinfection des semelles en rentrant. Et vous prenez un risque supplémentaire. Donc, par contre, vous ne pouvez pas sortir, acheter de la nourriture et la ramener à l'intérieur. Normalement, vous la ramenez, bon, il faut quand même un peu vérifier que ça vient d'une zone privée à une zone privée. Il vaut mieux que ça vienne de chez vous au bureau. Il est important de maintenir une liste de contacts extérieurs parce que vous allez devoir décider si l'un de vos employés est infecté, si vous allez prévenir ces contacts extérieurs ou pas. Ça sera votre politique. Personne ne vous oblige à le faire, mais ça peut être à la fois apprécié ou pas. Brett, on ne fait pas de pub, s'il te plaît. Dans le cas d'un atelier, vous rentrez donc sur la gauche, zone publique, c'est juste une petite entrée, peut-être là où on pointe, et vous rentrez d'un côté homme, de l'autre côté femme, ce qui fait le transfert entre une zone
publique et une zone privée, là, ce sont les douches. Parce que il y a des règles relativement simples. Vous ne pourrez pas utiliser les mêmes vêtements à l'intérieur et à l'extérieur. Ça, c'est impensable. Vous n'utiliserez pas les mêmes chaussures, parce qu'à l'intérieur, il faut des chaussures de sécurité. À l'extérieur, vous laissez vos chaussures de ville. Donc là, je vais peut-être représenter la zone avant les douches un petit peu petite, mais ça veut dire une adaptation des vestiaires en zone propre et zone semi-publique qui sera nécessaire. Après, dans l'atelier, quand on ressort de l'atelier, c'est qu'on ressort définitivement. Enfin, c'est souhaitable parce que la procédure est quand même assez longue. Alors, là, on a pareil dans l'atelier, dans zone intermédiaire, vestiaire, lavabo, douche, tapis désinfectant. Procédure. Aucun vêtement de ville dans l'atelier. Les vêtements de ville n'entrent pas dans l'atelier. Aucun vêtement d'atelier n'est porté dehors. Donc, on fait une séparation stricte entre les vêtements qui vont être en zone publique et les vêtements qui vont être en zone privée. Parce qu'on ne veut surtout pas avoir à mettre des survêtements, genre combinaisons, etc., aux gens qui vont travailler dans l'atelier. Il faut qu'ils soient comme moi, libres de leur mouvement. Douche pour rentrer à l'atelier, douche pour sortir. Changement de chaussures obligatoire. Casquette ou bonnet de protection. Il faut protéger les cheveux. Les cheveux, c'est un endroit aussi où le virus peut se mettre. Donc, la douche va les préparer. Avoir une casquette est toujours utile. Et on verra après sur comment ça se passe dehors. Lunettes. Le masque facultatif. On ne peut pas obliger les gens à avoir un masque en permanence. S'ils veulent le porter, ils peuvent. Et s'ils sont obligés de travailler proche l'un de l'autre, ils l'utiliseront. Distanciation du poste de travail, peut-être travailler en équipe pour avoir moins de densité en présence au même moment. Le bureau du superviseur devrait être dans la zone privée. De temps en temps, il est à l'extérieur et la personne rentre et sort. Il ne pourra plus parce que la procédure pour rentrer et sortir est trop longue. Il peut y avoir un passage autorisé entre la zone privée des bureaux et l'atelier par un SAS simplifié qui impose un lavage des mains et des infections des semelles. On passe d'une zone privée à une autre par une zone intermédiaire qui est simplifiée, mais qui reste quand même là. Il faut quand même qu'il y ait une assurance par une zone intermédiaire. Pareil, très important, formation du personnel, formation, reformation, piqûre de rappel, le plus souvent possible. Le chantier, pensez au chantier de Notre-Dame de Paris, où là, ils l'ont d'abord préparé pour le plomb. Alors bon, pour le plomb, c'est un peu plus embêtant, il y a des respirateurs spéciaux, etc. Il faut faire quelque chose de plus simple. Mais le principe est comme pour atelier. Les vêtements portés sur chantier ne sont pas portés à l'extérieur. On passe à travers une douche, on prend une douche, on change de vêtements et on a les vêtements sur le chantier et vice-versa. On sort le moins possible. Maintenant, le chantier est souvent à l'air libre, c'est vrai, mais il a souvent aussi une palissade pour les questions de sécurité. Et donc, tout ce qui est à l'intérieur de la palissade est une zone privée. Tout comme dans votre domicile, si vous avez un jardin, c'est une zone privée. Ce n'est pas une zone publique. Les gens n'y vont pas. Tant que le virus n'est pas aérosolisé, il n'y a pas de souci. Donc là, les procédures sont les mêmes. Aucun vêtement vide dans la zone du chantier, aucun vêtement chantier porté en dehors, une douche pour entrer, casque de protection, puisque ça reste sur un chantier, lunettes et gants de chantier, masque facultatif, saut en cas de travail proche avec un collègue. Dans un chantier, on peut avoir souvent besoin de travailler à deux sur une même chose. Dans ce cas-là, il vaut mieux porter un masque. Distension du travail en équipe, ça peut aussi forcer à réorganiser le chantier un peu différemment, à commencer dans une salle une chose, dans une autre salle une autre, et après échanger les équipes. Bon. S'il y a des visiteurs, eh ben, on leur donne des combinaisons de papier parce qu'ils n'ont pas amené les vêtements spécifiques. On leur donne une combinaison de papier qu'ils vont mettre. Tant qu'ils sont dans le chantier, ils leur mettent la combinaison de papier. Quand ils sortent, ils la jettent. Formation du personnel, à nouveau. Le cas de chargement, là, c'est plus compliqué. On a une zone qui est un entrepôt, c'est la zone privée. On a le quai, c'est la zone publique. On a des opérateurs sur le quai qui doivent faire passer leur temps à rentrer et à sortir. Donc, eux, il faut qu'ils aient un SAS spécifique, simple. Alors, et les pièces, il va falloir les rentrer.
Les pièces, elles ont une certaine matière, donc elles peuvent porter les virus aussi. Donc, comment ça va se passer? Eh ben, on a donc deux styles de zones intermédiaires. Les procédures. Les opérateurs sur le quai portent des combinaisons de papier en zone publique pour passer facilement en zone privée à la zone publique. Quand ils rentrent en zone privée, ils retirent leur combinaison en papier. Quand ils sortent en zone publique, ils mettent une combinaison en papier. Est-ce qu'elle est à un usage? C'est préférable. Des casquettes et bonnets de protection, y compris en papier quand ils sont en zone publique, lunettes, gants, toujours quand ils sont en zone publique. Distanciation avec les chauffeurs et les livreurs. Je sais qu'il y a pas mal de livreurs au début du confinement qui se plaignaient en France qu'ils n'avaient plus accès aux toilettes. Peut-être que vous pouvez installer des toilettes de chantier pour les chauffeurs à l'extérieur. Il faut maintenir la liste des contacts, la liste des chauffeurs qui sont venus, parce que s'ils tombent malades, il faut que vous le sachiez pour prévenir les gens qui ont été en contact avec eux. Et si vous tombez malade, il faut aussi pouvoir les prévenir eux. Les pièces métalliques et plastiques peuvent être lavées avec du désinfectant. Les cartons, eux, ne peuvent pas être lavés, mais pourraient être stockés dans un espace intermédiaire pendant une journée. Donc, ça veut dire aussi que le fait de rentrer un carton et le réutiliser tout de suite n'est peut-être plus tout à fait faisable. Il faut planifier différemment le fonctionnement. Mais cet espace intermédiaire peut permettre que dans ce cas-là, le virus va mourir de lui-même sur les cartons et vos cartons seront sûrs quand ils seront stockés. Vous ne risquez pas d'avoir quelqu'un, les manipulant, qui va attraper un problème. Maintenant, quand on applique ça à un domicile, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça, en fait. Votre entrée devient votre zone intermédiaire. Alors, si vous n'avez pas une entrée séparée, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais sans plus. Tout le reste de la maison est une zone privée. La zone publique, c'est au-delà de votre porte, ou si c'est vous avez un jardin, c'est au-delà du jardin. Alors, comment ça marche? Aucune chaussure ne rentre en zone privée. Ça, c'est le plus simple. Vous rentrez, vous retirez vos chaussures, vous les mettez, par exemple, si vous avez un matelas désinfectant, vous mettez dessus, vous les stockez dessus, comme ça, vous êtes tranquille. Si vous n'avez pas de lavabo dans l'entrée ou d'accès direct à des toilettes à partir de l'entrée, vous avez du gel hydroalcoolique, vous vous lavez les mains. Chaque fois qu'on rentre d'un court séjour en zone publique, au minimum, il faut se laver les mains. Si on a rencontré de nombreuses personnes, transport en public, bureau, faire des courses, au supermarché, etc., il faut une douche et lavage des vêtements. Remettez à la mode les casquettes, les chapeaux. Mesdames, ces chapeaux superbes que seules les femmes savent porter, c'est peut-être le moment de les remettre à la mode parce que ça protégera vos cheveux du virus. Un masque pour sortir, ça risque d'être obligatoire pendant quelques temps, peut-être ça disparaîtra, c'est aussi plus prudent. Un conseil tout bête, par exemple, ayez peut-être 2 manteaux et utilisez alternativement. Et vous avez en ce cas-là une armoire qui a un côté jour pair, un côté jour impair. Donc les manteaux jour pair sont là, les manteaux jour impair sont là, et vous alternez. Ça permettra comme ça que vous ne risquez pas de reprendre un manteau qui a été pollué il y a peu de temps. Bon. Alors, maintenant, en cas d'infection, comment on s'y prend? En cas d'alerte Covid parmi les employés, si l'employé a été mis en contact avec un malade, il est averti, par exemple, si on finit par avoir une application, il se met en quarantaine 14 jours, il peut travailler à distance, si c'est possible. Si l'employé est positif, à ce moment-là, c'est les personnes qui ont été en contact avec lui, notamment son équipe, qui sont mises en quarantaine. À vous d'établir si vous voulez prévenir les tiers qui ont été mis en contact, d'après la liste de contacts que vous aurez maintenue. C'est votre politique à faire. Alors, une question importante, est-ce qu'il y a une obligation là-dedans? Alors, est-ce qu'il y a une obligation? Pour l'instant, il n'y en a pas. Ça arrivait un peu brutalement, on n'a aucune norme. Maintenant, les gouvernements peuvent se mettre à vouloir mettre des obligations. Et d'habitude, ils ne mettent pas les plus simples.
Donc, avant tout, il ne s'agit pas de démonter vos murs, de démolir tout et de refaire le site comme on voudrait qu'il soit. Non, il faut faire en fonction de ce qui est chez vous, de ce qui reste raisonnable. Il ne faut pas aller au-delà. Parce qu'au-delà, ça ne deviendrait pas praticable, ça fait trop cher. Il faut prendre en considération le risque d'arrêt successif de la société, le risque de responsabilité, mais pas surréagir. Vous devez garder une vision à moyen et à long terme, donc d'établir des procédures qui puissent aller dans la durée et pas des procédures qui sont faites pour être tellement contraignantes qu'elles ne sont applicables que pendant une semaine. Sinon, ça ne marchera pas. Et surtout, communiquer, documenter et former vos employés. C'est le principal. En conclusion, on va devoir cohabiter avec un virus qui est très contagieux, potentiellement mortel, pendant 12 à 24 mois, voire plus. Il est possible de prendre des mesures relativement simples et logiques, donc faciles à expliquer, mais on ne peut pas supprimer le risque de contagion. On va devoir adapter nos modes de vie, nos modes de travail, et ces modifications ont quand même beaucoup de chances de rester dans l'acquis public. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vous propose de répondre à vos questions. Alors, je vais d'abord lancer un premier sondage qui est une offre. J'offre des sessions de coaching un à un. Si vous souhaitez, vous pouvez répondre au sondage pour ça. Alors, j'ai aussi des questions que j'ai reçues par email et donc là, je vais répondre aussi, mais technique, l'endroit public n'est pas vraiment sur l'outil de protection. L'hygiène est un vecteur très important. Effectivement, toutes les procédures d'hygiène sera quelque chose d'important et ça veut dire que très vite, d'abord, il sera plus agréable de voyager dans les bus parce qu'on aura moins à respirer les dessous de bras des gens et les odeurs de transpiration. Mais je pense que quelque part, l'hygiène, rentrant dans nos acquis d'habitude, c'est assez sympa. Bon, sur les prises de température, ok. Alors juste une réponse. Vous écrivez sur le livret, la direction demande aux salariés de prendre leur température avant de partir. Je suppose que c'est de partir de chez eux ou de partir du site. Mais dans ce cas-là, ça n'a aucun sens parce que rien ne les oblige à donner leur température, à les communiquer. Et donc, on se retrouve dans une situation où on n'a simplement aucune information utile, vous ne pouvez pas filtrer. C'est-à-dire, vous prenez le risque. Avant de partir chez eux, oui, d'accord. Le problème, c'est est-ce qu'ils vont communiquer ou pas? S'ils le communiquent, superbe. S'ils ne le communiquent pas, ok. Alors, nous l'imposons au départ de l'entreprise pour protéger la prévention des familles. C'est aussi dans cette optique-là, c'est effectivement une bonne vue, mais ça ne protège pas votre entreprise. Bon, je ne m'exprimerai pas sur le ramadan, mais c'est une idée, c'est une procédure, pourquoi pas. Alors, n'en fait-on pas beaucoup pour une maladie qui ne semblera tuer que beaucoup moins que d'autres maladies? Alors, pas vraiment. Pas vraiment. La malaria, d'abord, n'est pas contagieuse. On a beaucoup comparé ça à la grippe. Certains ont annoncé que c'était qu'une grippette, notamment un Premier ministre anglais qui s'est retrouvé atteint et qui maintenant semble avoir un discours très différent. Mais on a un taux de mortalité qui est entre 1 et 2% des gens atteints. Donc, s'il faut qu'on atteigne si on fait un petit calcul, pour atteindre une immunité globale de la population mondiale, il faut 70% de la population, on est 7 milliards, ça fait 4,9 milliards.
1% de morts, ça veut dire 49 millions. C'est ça? Ouais, c'est ça, 49 millions. Je ne pense pas qu'on est tout à fait prêt à accepter 49 millions de morts. J'ai lu récemment un article d'un philosophe français qui disait qu'on en faisait beaucoup trop et qu'après tout, ça ne tuait que des gens vieux qui n'avaient plus d'utilité pour la société. Je lui laisse donc la responsabilité de ces déclarations parce que je dois avouer que si c'était son père qui était atteint, je pense qu'il n'aurait peut-être pas la même opinion. Et c'est simplement un... Je ne pense pas qu'on en fasse de trop, non. Oui, et donc je vois, vous avez un ami proche qui a été malade. Quand on voit que quelqu'un qui est resté 10 jours en intubation va mettre quelque chose comme 3 mois pour s'en remettre, c'est pas bénin. Non, c'est pas bénin. C'est pas le nombre de morts qui est important. C'est le fait que les gens qui passent par là passent vraiment par une torture et prennent un risque énorme. Alors, l'organisation particulière pour un coworking space et comment s'organiser pour créer un nouveau type de CWS plus compétitif. Je ne comprends pas bien cette question. Christian, est-ce que tu pourrais la préciser? Alors, le taux de mortalité de 1% est dû à la mortalité des gens à risque. Il va baisser fortement. Non, pas garanti. Aujourd'hui, on a vu de tout et on ne sait pas du tout. On n'a pas d'idée là-dessus. On sait que les gens à risque font des cas sévères plus facilement. Ils n'en meurent pas forcément. Que penser des masques avec un tissu revêtu de cuivre qui semble très efficace? Le cuivre étant pas très flexible, c'est pas forcément facile, mais j'ai pas entendu parler de ces masques-là. Bon, Christian, est-ce que tu peux redéfinir un peu ta question sur l'organisation sur un coworking space? Sur des sites industriels importants, l'équipement en vestiaire suffisant pour une douche en arrivant et en partant me semble difficile à mettre en œuvre. Alors, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai aujourd'hui. Est-ce que ça va continuer comme ça? Peut-être pas. À partir du moment où ces besoins en douche vont se sentir plus pressants, on va sûrement avoir des choses qui vont s'installer, peut-être avec des choses de chantier, avec des containers, etc. Maintenant, ce genre de crise va sûrement avoir un impact sur l'architecture. Déjà, changer l'architecture de nos maisons avec une entrée qui va permettre de séparer cette zone intermédiaire, vraisemblablement. Sur les sites industriels, on va avoir ce genre de douches qui vont être installées et puis on va vraisemblablement avoir une densité de gens moindre puisqu'on va devoir distancer les postes de travail, on va élargir les horaires, on va travailler en équipe. Ça permettra peut-être d'absorber facilement ce besoin en douche aussi. Je ne vais pas avoir répondu. Des lieux où avec un abonnement, tu viens travailler avec leur portable. Ah, alors ça, effectivement, là, donc Christian nous parle des espaces de coworking. Effectivement, ça offre une opportunité, mais ça leur demande aussi de se réinventer un peu, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le coworking soit vraiment contre respecte tout à fait les normes de distanciation. Alors, pour revenir au masque avec le cuivre, pour moi, la principale utilité du masque, ce n'est pas de vous protéger contre les autres, mais de protéger les autres contre vous. C'est un masque en tissu. Les masques chirurgicaux, FFP2, FFP3, pour les personnels soignants, c'est un autre problème. Mais les masques pour le grand public n'a pas, à mon sens, le but de vous protéger, vous, mais de protéger le public
de vous. Voilà, donc je pense avoir répondu à peu près à tout. Donc, dans les questions que j'avais reçues par email, j'avais les questions suivantes. Entre-temps, je vous envoie un autre sondage qui est juste pour demander votre avis sur le webinaire. Dans les questions, si je ne fais rien, que se passera-t-il? Simplement, vous avez un risque de contamination plus grand. Vous avez le risque de voir vos meilleurs employés chercher de la sécurité ailleurs, parce que les meilleurs employés ne vont pas résister très longtemps, ils vont se sentir aussi en sécurité, reconnus, et qu'on prenne aussi un peu soin d'eux. Vous risquez de voir, si vous êtes un dirigeant, de voir votre responsabilité engagée. Vous risquez de ne pas être prêt dans le cas où il y a une imposition par un gouvernement, et vous risquez d'avoir une mauvaise réputation sur les réseaux sociaux. Alors, il y a une question pour la climatisation. Tant qu'il n'y a pas une grosse densité de gouttelettes, d'aérosols, contenant le virus dans un endroit, or dans une zone privée de votre bâtiment, il n'est pas censé y en avoir. La climatisation ne peut pas l'emmener et l'on ne peut pas la diffuser, donc il n'y a pas trop de risques. Aujourd'hui, on n'a pas la démonstration que le virus vole, entre guillemets, donc serait aérosolisé et se propagerait juste par rentrée dans d'amener le virus dans une zone privée. Donc, il n'y a pas vraiment de risque aujourd'hui de climatisation. Après, il y a aussi des manières pour stériliser les choses, l'air passant par une climatisation. Alors, j'ai une autre question qu'on m'avait envoyée, qui je pense est importante. Ne devrais-je pas d'abord faire du bénéfice pour compenser les pertes? Alors, oui, vous devriez faire du bénéfice pour compenser les pertes. En tout cas, je vous le souhaite. La plupart des mesures qu'on indiquait, elles ne sont pas chères, elles ne demandent pas d'investissement. Et il est mieux de commencer à mettre des procédures, même si vous voulez les renforcer après, parce que quand vous aurez plus de cash, vous allez pouvoir investir un peu. Le but du jeu, ce n'est pas de mettre des procédures en place et de vous retrouver à simplement être en défaut de cash parce que vous ne pouvez plus. Ce n'est pas ça. C'est de mettre ce que vous pouvez mettre en place, qui est raisonnable dans votre cas particulier, et ensuite de pouvoir peut-être augmenter quand vous irez mieux, enfin, quand la société ira mieux. Alors, comment cela s'applique-t-il au restaurant, ce qui est un grand sujet aujourd'hui? Alors, ça signifie pour un restaurant une perte de revenus, puisqu'il va falloir avoir une distanciation sociale. On ne peut pas compenser ça par un port du masque, parce que manger avec un masque, c'est même pas très pratique. Les restaurants vont devoir se réinventer. Peut-être que c'est plus de livraison en ligne, et peut-être des horaires plus longs. Un truc qui m'a toujours énervé, c'est d'avoir les restaurants en France qui ferment entre 2h et 7h du soir. Je suis désolé, peut-être qu'ils vont devoir faire un deuxième service dans ces horaires-là. Alors maintenant, je ne nie pas du tout les difficultés de la restauration. Ça va être très difficile. Ça va être compliqué, mais dans toute situation compliquée, on doit pouvoir trouver une solution et des opportunités. Maintenant, le risque, c'est que s'ils ne font pas attention, les clients peuvent les montrer du doigt et d'un seul coup, sur les réseaux sociaux, ça peut très vite devenir chaotique. Alors, une autre question que vous m'avez posée, c'est sur un chantier, risque-t-on de se faire infecter à travers les produits qui sont livrés? Genre béton, etc., ciment, sac de ciment. Alors, une simple quarantaine des produits livrés suffit. Si c'est les produits métalliques, plastiques, il suffit de pulvériser le désinfectant dessus. Maintenant, il y a aussi, dans un chantier, il y a quand même peu de chances qu'on touche le produit exactement là où est le virus. Mais en plus, sur un chantier, on a des gants de chantier, donc on est protégé. Par contre, il faut faire attention,
pas se toucher le visage avec les gants de chantier. J'ai deux dernières questions qui sont intéressantes. Comment faire lorsqu'on apporte un prestataire avec du gros matériel, pompe à béton, c'est toujours sur les chantiers. Eh ben, il suffit de limiter le nombre de personnes autour du prestataire, peut-être porter un masque, le faire rentrer en faisant attention à ce qu'on ne fasse pas rentrer trop de gens, que les gens passent par cette faille de sécurité, mais il n'y a pas de difficulté particulière. Et puis là, par contre, c'est un ami qui m'a posé ça, qui m'a demandé, je suis garagiste, comment s'assurer que je ne suis pas infecté par la voiture d'un client? Ça, je pense que c'est légitime. Ce que je lui ai proposé, c'est à la prise en charge de la voiture, il désinfecte les poignées de porte, les zones proches des poignets qu'on touche régulièrement, le volant, les commandes de boîte de vitesse, les clés, les commandes du tableau de bord et les commandes des sièges. Et puis, je lui ai conseillé, ça devrait me suffire. Je lui ai conseillé aussi de faire la même chose devant le client avant de lui rendre. Parce que je pense que c'est aussi un bon point marketing. Montrer qu'on prend soin du client. Voilà, donc, alors, on dit que l'étain et non le cuivre est un métal non affecté. C'est possible, je n'ai pas d'informations dessus, mais si c'est le cas, l'étain est comme étant très malléable et pas très utilisé dans l'industrie. Alors, si la période dans laquelle on craignait de dépasser les limites des hôpitaux pour les cas graves, on ne devrait-on pas, au moins sur une période, de favoriser les contaminations pour atteindre plus vite l'immunité de groupe? Il a suffi d'une réunion religieuse en Alsace pour complètement exploser les capacités du système de santé en Alsace. Donc, c'est un mélange difficile à gérer, mais de toute façon, il faut bien se rendre compte d'une chose. À partir du moment où on va déconfiner, le déconfinement, surtout dans un pays, et Christian, parlons un peu de la France, surtout dans un pays où on est aussi peu obéissant que la France, ça va quand même beaucoup ressembler à un déconfinement et à l'arrêt de toutes les précautions assez souvent. Donc on va vraisemblablement revoir un pic. La Roumanie prévoit d'ailleurs un pic assez important. J'ai deux filles qui bossent dans le médical et on les a prévenues qu'il allait falloir être prêt. Parce que juillet-août, ils prévoyaient un pic. Bon, on va voir. Mais je ne pense pas qu'il faille prévoir de favoriser la contamination. Je pense de toute façon qu'elle aura lieu d'elle-même. Elle n'a besoin d'aucune faveur. Elle se débrouillera toute seule. Je travaille pour une société de prestation de services. Comment protéger nos salariés qui sont plus souvent chez nos clients? Alors ça, c'est une bonne question. Donc, premièrement, il faut espérer que vos clients écoutent ce webinaire, ou alors il va falloir qu'on en fasse une autre session et les inviter. Mais ça risque de passer pendant quelques temps au fait d'amener avec soi du gel hydroalcoolique, du désinfectant, un masque, une casquette et peut-être de temps en temps devoir refuser une réunion parce qu'il y a trop de monde ou demander à la place des réunions par vidéo. C'est quelque chose qui est délicat parce qu'un client peut mal le prendre et décider de ne pas continuer un contrat. C'est un équilibre difficile, mais après, il faut savoir comment on se place par rapport à vos salariés, comment vous placez par rapport à vos salariés. Mais si le client ne prend aucune mesure, ils vont être exposés. Et ça veut dire que si vous envoyez il va peut-être falloir aussi poser la question à l'employé, est-ce que votre salarié est volontaire pour y aller, sachant que les mesures de sécurité chez le client ne sont pas forcément respectées? Ça veut dire que dans ce cas-là aussi, après, soit vous le mettez en quarantaine, il travaille à distance, soit vous prenez des précautions particulières, mais vous devrez le considérer comme un potentiel
malades asymptomatiques, malheureusement. Vu toutes les conditions à réunir, pourquoi faire revenir rapidement les télétravailleurs au bureau? Aucune raison. Aucune raison de les faire revenir, sauf que dans beaucoup de sociétés, l'organisation du télétravail s'est fait à la va-vite et qu'il y a sûrement besoin de repenser certaines parties et, euh, et là, c'est pas facile de les faire comment dire, de les faire revenir. Enfin, comment dire, il faut les faire revenir pour que remettre les choses à plat. Il ne faut pas tous les faire revenir. Il faut garder forcément le télétravail. Mon job me fait voyager en avion régulièrement pour aller voir mes clients. Alors en avion, FFP2 pour me protéger ou masque sain pour protéger les autres. Ben, le FFP2 a au moins l'avantage de protéger les deux. Donc je répondrai ça, mais de toute façon, voyager en avion, ce n'est pas pour demain. Il va peut-être falloir que les transports aériens se réinventent un peu, parce que je dois avouer que je ne me sentirais pas vraiment à l'aise à voyager avec mon épaule en train de toucher l'épaule du voisin. Maintenant, en attendant que les voyages internationaux, ou si c'est le cas, se rouvrent, il va falloir que vous trouviez un autre moyen de communiquer. Donc, je pense que beaucoup de réunions en avion, par avion, vont être remplacées par des vidéoconférences. Ça me semble être une évolution assez prévisible. Mais quelque part, effectivement, il va falloir que les avionneurs changent de politique, parce que le remplissage maxi des avions, ça va pas rassurer les gens. Et leur message de dire qu'ils ont des filtres HIPAA super qui filtrent les virus, c'est un argument quelque part à la con, parce qu'en fait, le virus qui va vous infecter, il ne va pas passer par la ventilation, c'est le voisin qui tousse, le type derrière vous qui éternue ou qui parle trop fort. Donc, c'est pas la ventilation n'aidera pas à grand-chose. On fait déjà plein de vidéoconférences, mais dans certaines cultures, le contact humain en début est critique. C'est vrai. Et il va falloir optimiser les voyages, donc voyager différemment, sûrement. Moins de voyages, peut-être plus longs. J'ai discuté il y a peu de temps avec des gens en Nouvelle-Zélande qui disent on va rouvrir le pays, sauf qu'ils ont une politique que si on rentre dans le pays, il faut une quarantaine de 14 jours. Donc déjà, ça ne permettra pas de redémarrer le tourisme, puisqu'on arrive 14 jours de quarantaine. Si on n'a que 3 semaines de vacances, ça va faire un peu léger. Mais effectivement, le contact humain, déjà le contact humain, il va se prendre un coup dans l'aile et il va peut-être être moins apprécié même par certaines cultures qui le privilégiaient beaucoup. Parce que on va plus serrer la main, on va plus faire de bises. En Roumanie, ils vont plus faire le baise-main. On va avoir autour de nous une zone de confort de 1 mètre à peu près, je dirais, dans ces eaux-là, 50 cm, 1 mètre, et toute pénétration non invitée par quelqu'un dans cette zone risque de créer un certain malaise. Et je pense qu'on va avoir des cultures changer, parce que le contact humain va plutôt être risque de basculer d'un contact business à un contact amitié. Par exemple, la poignée de main ne sera plus une marque juste sociale de dire bonjour, mais une marque de confiance. Alors, pourquoi avoir peur d'être contaminé? J'espère que j'ai répondu à la question sur les voyages. Mais c'est vrai que les voyages vont devenir un problème et qu'il faudra en maintenir certains, mais les conditions de voyage, il va falloir que les avionneurs se réinventent. Alors, Christian, pourquoi avoir peur d'être contaminé si on n'est pas à risque? Parce qu'on ne sait pas forcément qu'on est à risque.
et que même pour ceux qui ne sont pas à risque, on peut faire une version sévère et se retrouver sous respirateur, ce qui est une expérience que je ne souhaite à personne. On n'est pas apeuré l'hiver de peur d'avoir la grippe. Non, mais la grippe, on sait comment la soigner, on a un traitement et on a des vaccins. Donc la situation n'est pas tout à fait la même. Et même s'il y a encore des morts de la grippe, c'est quand même une maladie qu'on connaît bien, on a des vaccins, des traitements, je ne pense pas que ce soit tout à fait le cas. Voilà, donc alors, 600 000 morts par an, ouais, ok, mais il ne faut pas s'inquiéter, si on ne gère pas le coronavirus comme il faut, enfin celui-là, le Covid-19, on aura plus de morts que ça. Donc ça, j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Est-ce qu'il reste des questions non répondues? Je ne pense pas. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres? Écoutez, il n'y en a pas l'air d'en avoir d'autres. Donc, écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce webinaire. Je viens de partager avec vous le résultat de votre évaluation. Je vous en remercie infiniment. Je vous donne rendez-vous. Je ferai d'autres webinaires d'ici, je pense, la semaine prochaine. Vous recevrez les invitations. Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Et encore merci d'avoir participé.